S'il n'y a pas de questions, je vais demander à Nathalie Bondil de venir conclure. Je l'ai présentée ce matin et je pense qu'elle va nous faire, avec le brio qu'on lui connaît, une synthèse de cette journée et probablement des ouvertures. Et ensuite, vous serez invités donc à un moment de convivialité avec la découverte d'objets très particuliers dans le musée des Arts et Métiers dans la chapelle attenante. Bon, vous êtes courageux. Alors, donc j'ai la tâche de conclure, mais après, donc le buffet, le repas. Merci Elisabeth, merci Henri, merci à toute l'équipe pour cette invitation. Effectivement, donc pour tenter cette synthèse après ces présentations complètes et souvent très inspirantes, très instructives. Je dirais que la question, pour moi qui suis une historienne de l'art, conservatrice du patrimoine, donc je vous parle depuis le ministère de la Culture, depuis les collections, les objets, les musées. Ce projet donc, et les projets que vous portez sont des projets qui poussent les frontières donc, de la muséologie, et en ce sens-là, donc, ils sont absolument nécessaires. La question... pour reprendre les 3 chapitres qui ont articulé cette journée, la question est vraiment celle de l'incarnation, de ce que l'on va retrouver. Tout d'abord, donc l'incarnation autour de l'histoire et de la mémoire. Quels sont les enjeux pour les lieux de mémoire? C'était donc le sujet de la première table ronde. Et notamment, je vous dirais quels sont les enjeux face au déni d'histoire, face au silence, face à l'oubli. Et pour cela, donc, à chaque fois un exemple. Je profite de 50e anniversaire de l'archipel du Goulag qui avait été publié en 1974 par Solzhenitsyn. Et à l'occasion de la parution de ce livre, qui a vraiment été un tremblement de terre donc, pour comprendre ce qu'était la réalité des goulags en Union soviétique, il disait, le jour même de son expulsion de l'URSS, quand la violence fait irruption dans la vie paisible des hommes, son visage flamboie d'arrogance, elle porte effrontément inscrit sur son drapeau, elle crie « Je suis la violence, place, écartez-vous et je vous écrase ». Mais la violence vieillit vite. Encore quelques années et elle perd son assurance. Et pour se maintenir, pour faire bonne figure, elle recherche obligatoirement l'alliance du mensonge. Car la violence ne peut s'abriter derrière rien d'autre que le mensonge, et le mensonge ne peut se maintenir que par la violence. Très intéressant parce que, donc, vous le savez, l'association mémoriale sur la défense des droits de l'homme et la préservation de la mémoire des victimes, donc l'association mémoriale qui avait été fondée en 1989, donc a été dissoute en 2021. Donc il n'y a rien qui soit pérenne. Donc c'est un combat qu'il faut défendre chaque fois. Intéressant aussi de mentionner donc Stéphane Leys, donc grand sinologue qui lui aussi donc avait dénoncé les crimes du maoïsme, donc dans une grande solitude et donc qui est décédé il y a maintenant 10 ans. Solzhenitsyn, et ça c'est très intéressant sur ce premier ressort, disait aussi, il complétait: l'Occident ne voulait pas entendre ces témoignages, il ne voulait pas leur porter foi. Dans le confort, on ne veut pas entendre la vérité parce que si on apprend toute cette horrible vérité, il faut faire quelque chose. Il faut tendre la main pour aider. Or, on n'en a guère envie. Très intéressant parce que cela explique aussi cette difficulté d'activer la mémoire parce que nous avons des refoulés, des ressorts pour nos refoulements qui s'expliquent parfaitement bien du point de vue des neurosciences. Et quand on parle de neurosciences, eh bien, nous comprenons que cette autocensure que nous avons, consciente ou inconsciente, de la psyché individuelle ou collective, eh bien, elle s'explique parce que le psychisme n'est pas un outil à la recherche de la vérité. Sa fonction primitive est d'empêcher les pensées douloureuses, culpabilité, dépression. Tout le monde s'arrange avec une vérité pour se faire du bien. Nous avons une aversion
pour la dissonance cognitive. Et notre recherche de confort psychologique donc, est absolument naturelle. Notre cerveau travaille avant nous, c'est-à-dire avant même que l'information arrive à notre conscience. Donc, si vous voulez, pour rester dans notre zone de confort, nous sommes naturellement enclins à opérer un tri entre les informations et les croyances qui nous conviennent et celles qui ne nous conviennent pas. Et ce qui en résulte d'une rigidité cognitive pouvant même conduire à une forme de cécité, sans parler de l'océan d'ignorance, donc mentionné par Henri ce matin. Ça, c'est la première problématique d'incarnation qui est véritablement physiologique. Le chagrin et la pitié, donc on en parle en ce moment donc avec l'anniversaire de ce film. Deuxième chose, c'est l'incarnation par rapport aux victimes. Donc quelles sont ces identités singulières? Donc sont-ils des sujets plutôt que des plaques, plutôt que de simples écrits? C'est cette difficulté que les victimes ont à nous, donc à vouloir donc faire entendre donc leur propre voix. Et dans ce cas-là, donc, je cite aussi un autre monument que vous connaissez, donc, qui est donc Shoah. Il se trouve que Shoah, donc, qui a été fait par Lanzmann, Claude Lanzmann, donc, vient d'être maintenant, en janvier 24, il y a quelques mois, donc, inscrite au registre de la mémoire du monde par l'UNESCO. Hein, le registre de la mémoire du monde par l'UNESCO. Très intéressante parce que, donc, en lisant, je me suis renseignée et on voyait bien qu'avant Shoah de Lanzmann, il y avait tout ce qu'on avait pu appeler la littérature barbelée, c'est-à-dire donc cette littérature qui faisait que des témoins qui étaient même dans les camps, qui avaient vécu donc ces horreurs, donc n'étaient pas entendus. C'était un déni à la fois donc des bourreaux, bien entendu, des victimes aussi, et enfin des témoins. Donc Raoul Hilberg donc l'a bien expliqué. Ce qui est intéressant donc dans le cas de Shoah et la façon dont Lanzmann lui-même donc l'expliquait, parlant de ses revenants plutôt que de ses survivants, il disait donc ce film donc a eu un impact extraordinaire parce que il incarnait. L'incarnation, c'est précisément ce que réalise l'œuvre d'art et c'est la raison pour laquelle, sans pour autant l'évaluer, elle est supérieure à toutes les autres formes de transmission. Elle est la transmission même. C'est Claude Lanzmann qui le dit de Shoah. Et je trouvais cette analyse particulièrement intéressante parce que ce n'est pas forcément ce à quoi on pense quand on voit donc les 9h30 de film. Il redoutait donc le savoir mort. Il redoutait un savoir purement académique qui ne déboucherait sur aucune compréhension réelle de ce qui avait eu lieu. C'est la question même de l'incarnation. Le temps érode tout, hein, disait Annette Vivorka. Donc on voit bien qu'une mémoire vive, quand elle s'éteint, elle est moins radioactive. Il faut faire trame narrative de sa vie. Le mot texte vient de textile. Il faut raccommoder les trames, les fils de nos histoires. Et c'est ainsi que donc, on voit avec ces paroles de victimes donc, qui rejoignent une nouvelle société du care. Et quand je parle du care, donc, je réfère donc, à ces philosophies de l'éthique du soin qui est née en Amérique et qui maintenant est extrêmement présente dans toutes les sciences sociales, donc en pédagogie, mais aussi, je vous le dirai maintenant, peu à peu, donc, vers les métiers des musées. La société du care, c'est la société qui va faire en sorte que la victime va être sujet plutôt qu'objet. La société du care, c'est aussi le fait qu'un patient va devenir expert, un patient va devenir partenaire, donc il ne sera plus sous l'autorité donc de la médecine. La société du care, ce sont les étudiants qui vous demandent des comptes donc, et qui jugent et évaluent leurs enseignants. Nous sommes dans une société beaucoup moins taxinomique, mais beaucoup plus horizontale. Cette société-là, donc, elle correspond à ce besoin de s'exprimer, d'où tu parles, donc d'où je parle. Et on le voit dans cette société du care, donc on ouvre donc la conversation. Il y a de nouveaux débats démocratiques, difficiles, mais il y a aussi donc de nouvelles façons
de vouloir porter une empathie collective avec des procédés, des méthodologies telles que In My Shoes, qui sont des musées, ou alors Vie ma vie, donc, que l'on voit, où on essaie de se mettre à la place de l'autre. Donc ce lien de transmission, la question du nom des victimes, on en a parlé, donc elle permet d'échapper à la damnatio memoriae dont parlaient les antiques, c'est-à-dire donc de donner à chacun sa vie, son nom, son identité, donc, et cela, donc c'est très important. Donc je pense aujourd'hui à donc Maurice Audin et à Josette Audin dont j'ai rencontré la famille il y a quelques jours, donc Josette Audin, qui pendant 61 ans s'est battue pour la reconnaissance donc de l'assassinat de son mari, donc à Alger pendant la bataille d'Alger en 57, donc et qui a attendu 61 ans pour que le président Macron aille donc se présenter les excuses de l'État. Donc vous voyez, donc c'est un combat très important. Cette société du Caire, donc, et cette incarnation, évidemment, elle va se faire dans des lieux et par des collections. Et ça, c'est ce que je trouve évidemment très fort en tant que conservatrice du patrimoine. Bien entendu, donc, il y a la question de l'architecture et de la mémoire, donc, qui font en sorte qu'un monument est aussi un document, pour revenir donc, vers les paroles de Christophe Pawlowski, donc, qui faisait la différence entre monument et document. Par excellence, donc, un lieu d'architecture, un musée, donc c'est un lieu qui est celui du territoire du sensible. Donc c'est un lieu qui va, en termes physiologiques, sur le visiteur qui va avoir cette expérience, entraîner ce que l'on appelle un flow-like activity, c'est-à-dire donc une concentration très spécifique qui est due à un lieu hors de l'ordinaire. Donc c'est un lieu qui va offrir les conditions, dirait-on, de la salutogénèse. Les objets, de la même façon, donc les objets que vous voyez vont répondre à ce besoin de voir, ce sont des preuves tangibles, donc c'est ce besoin d'avoir des objets vrais, comme le dit François Mérès. Après, donc la question est celle d'objets qui sont des reliques ou encore des preuves, ou encore des œuvres. Donc il y a des statuts donc, assez différents. Mais ce que l'on comprend, c'est que quand on est dans un lieu, un musée, quand on est donc avec des collections, eh bien donc là on fait appel donc au visiteur qui devient un usager et qui va être pris, à qui on va parler en termes d'émotion et d'émotion esthétique. Cette émotion donc esthétique, je n'irai pas plus loin parce que je travaille beaucoup sur la question de la muséothérapie, mais donc elle s'incarne parfaitement dans ce lieu, puisque Suresnes donc, était une ancienne école donc, dédiée à des usagers qui avaient des problématiques de santé. Et ce que l'on voit aussi, de manière beaucoup plus large, c'est qu'en ce moment, dans les musées, les médiations expérientielles, sensibles, émotionnelles, voire multisensorielles et immersives, sont de plus en plus importantes dans les musées. Et pourquoi cette tendance en muséologie? Eh bien, tout simplement parce que donc, cela correspond à un tournant dit affectif dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, dans les politiques de la mémoire, les processus de réconciliation et de guérison que l'on voit ici et ailleurs, que ce soit du côté des Premières Nations, donc en Amérique du Nord, donc, et évidemment donc, ici. Alors, un mémorial, c'est fort du point de vue de l'émotion esthétique, par contre, ou de l'émotion tout court, mais c'est moins pédagogique. Le centre d'interprétation donc, offre une pédagogie, mais par contre, un musée donc, offre une émotion qui est due aux œuvres elles-mêmes. Et ça, donc, c'est la puissance de cette communication sensible que l'on a donc, grâce aux œuvres. Je terminerai avec quelques petites œuvres, juste la première. Donc ici, donc une œuvre de Yoko Ono, donc qui présentait, et ça je l'avais vu de mes yeux, ça m'avait tellement frappé. Yoko Ono, qui est une artiste, ne l'oublions pas, avec qui j'avais travaillé, donc qui présentait donc les lunettes donc de John Lennon avec le maculé de sang. Donc elle les avait présenté à New York pour pouvoir combattre contre la prolifération des armes à feu. Et donc c'est un des rares exemples que j'ai pu
avoir en tête qui pouvaient évoquer les scellés de justice donc, qui seront exposés. Donc des œuvres extrêmement chargées du point de vue émotionnel, mais en même temps des objets transitionnels qui font en sorte que l'on va avoir une empathie, on va activer nos neurones miroirs pour se mettre donc ensemble, en collectivité, dans la même émotion. Et sans passer par les discours, par l'idéologie et par les textes. Donc l'œuvre d'art communique très différemment donc, avec notre intelligence. Un autre exemple qui montre donc des complexités. Donc, quand j'étais au Musée des Beaux-Arts de Montréal, donc, nous avions donc, cette œuvre de Carolee Chyman, qui est une très très grande artiste américaine, mais qui avait fait cette œuvre qui représentait donc, des personnes qui avaient fait le choix de se jeter du World Trade Center donc, en 2001, donc extrêmement compliqué du point de vue du statut des œuvres et du respect des personnes. On voit bien que maintenant, 20 ans plus tard, c'est très compliqué. Et de l'autre côté, une autre façon de considérer donc l'œuvre en mémoire, c'est Eric Fischl avec une œuvre que nous avions présentée donc, au musée, Grandeur Nature, celle-ci, une œuvre qu'il avait conservée pour lui dans son jardin et qui nous a prêtée. Et cette œuvre-là, donc, qui présente une femme qui tombe dans le lieu du musée, eh bien, nous pouvions la toucher. Expressément, Eric Fischl, donc grand artiste américain qui est d'ailleurs présenté au Musée Mémorial de New York, donc souhaitait que les visiteurs puissent caresser l'œuvre. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau. Tout à l'heure, donc, nous parlions aussi donc, du terrorisme qui frappait les communautés arabes. Je travaille à l'Institut du monde arabe et évidemment, je voulais aussi mentionner donc, ces peuples et ces artistes qui, eux aussi, dénoncent le terrorisme, notamment avec Kamel Yayaoui d'Algérie, qui est décédé cette année, avec cette prière de l'absent, donc, qui dénonce donc, les attentats donc, dus donc, à cette décennie noire donc, au fils en Algérie, ou encore donc, Abed al-Qadiri donc, du Liban, et ici donc, qui représente un attentat de Daesh. Enfin, et nous terminerons là-dessus, donc c'est vraiment cette volonté de transmission, de pédagogie qui est absolument essentielle. Et c'est l'œuvre même du musée. Le musée n'est pas simplement là pour conserver, il est là pour communiquer. Un musée n'existe que s'il y a des publics, sinon ce n'est pas un musée. Et je voulais terminer avec ces œuvres pédagogiques de Fares Kachou, qui est un exilé syrien qui vit en France, qui a fait cette œuvre en hommage à Samuel Paty, et encore donc une action pédagogique que nous avions faite à Montréal avec 12 000 affiches sur « Liberté, je dessine ton nom », inspiré d'Éluard, « Liberté, j'écris ton nom », donc inspiré de tous ces dessins qui se déversaient à l'époque en 2015 au moment des attentats de « Je suis Charlie ». Donc merci beaucoup de nous faire avancer sur la route des musées. Alors merci à tous les courageux qui sont encore ici et qui ont été assidus. C'est formidable de voir que certains ont poursuivi la journée à travers toutes les étapes qu'on a franchies. Donc maintenant, ceux qui le souhaitent peuvent donc rejoindre pour un cocktail dînatoire la chapelle où on était tout à l'heure. Et vous aurez des médiateurs qui vont vous présenter les œuvres qui sont particulièrement intéressantes, comme le modèle de la statue de Bartholdi pour les États-Unis, ça c'est pour nos amis américains, le premier avion utilisé par Blériot, le pendule de Foucault. Donc on travaille avec le temps, la mémoire, les souvenirs et l'étranger. Et donc ça sera encore un moment pour pouvoir échanger et discuter. Et merci encore à tous et bonne soirée.